parler. Bonjour à tous, parlotte de l'angoisse. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. J'ai appuyé trop vite sur le bouton. Du coup, Remarquez, vous allez avoir une des vidéo fois, géniale. Ça nous fait des bêtisiers qui sont pas piqués les hannetons. Ah non, magnifique. Bref, aujourd'hui, nous vous présentons Affamé. qui est un film de Traumatisation. 2009, oui, qui l'a traumatisé. Bon, alors, on va revenir tout de suite dessus en vous disant que Goldie a été traumatisé. Voilà. Mais en 2009, tu avais 16 ans. Ouais. Moi, j'avais... Non, je voulais j'avais pas 14. le savoir. Non, t'avais 14 ans. J'avais 14, je suis de 95. Oui, pardon. C'est pas grave. J'avais 14 ans, j'étais encore plus jeune. Raison de plus pour être traumatisé par ce film. Voilà. Donc, 2009, un film réalisé par Stephen George Engels. T'as raison. Engels, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, H-E-N-T-G-E-S. Voilà. Excusez-nous encore pour lui. Qui a réalisé Jack Light en 1995. Et c'est tout. Enfin, C'est tout déjà ce qu'on bien. a trouvé Enfin, moi, avec je veux une dire... affiche. Oui, Voilà. c'est déjà pas mal. Non, Je crois qu'il y avait encore un court-métrage ou un... Oui, voilà. Il semble qu'il y avait des courts-métrages. Tout à fait. Pas énormément pour autant. Non. Les acteurs. Alors, donc, nous avons l'actrice principale. Que vous verrez forcément mal là. Qui est la blonde. Là. Là où il me doit. Oui, pour une fois, c'est la blonde. Oui, mais pas dans la tête. Laurie Herring. Oui, je pense aussi. Pardon à tout le casting. Qui a joué dans Zombie avec un S en 2006. En 2006, mais c'est pas celui de Romero. Non. Hein. Avec qui a joué également dans True Blue. Dans True Blue en 2001 avec un acteur connu. Tom Béranger. Tom Béranger. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui a joué avec Tom Béranger dans True Blue en 2001. Je l'avais pris dans l'autre sens, c'est pas grave. Et dans le film 8 mm, mais le 2. Perversion fatale en 2005. Oui, parce que je sais pas, je l'ai pas vu, mais le 1 c'était avec quand même Nicolas Cage et Joaquin Phoenix. Voilà. Lyndon Osby qui a joué dans Mortal Kombat en 1995. Alors vous allez rire si vous avez vu Mortal Kombat. Alors qui est, oui, le deuxième principal, on va dire, qui est le pote de la blonde. On va essayer de vous dire ça comme ça aussi simplement possible. Dans Mortal Kombat, vous allez rigoler, mais il joue le rôle du nom que j'ai oublié, que tout le monde connaît, du personnage de... Oh putain. Luke Cage. Il joue le rôle de... Luke Cage. Non, c'est pas lui en plus. Ouais, il joue le rôle de la star. Voilà. Oh, j'ai honte de moi. Vous allez le voir, c'est celui qui fait des vannes de merde. Bon, voilà. Dans Teen Wolf, de 2011 à 2017, il me semble, mais je peux me tromper, hein, il me semble que c'est le père de l'acteur principal. Je suis pas sûre. Je ne l'ai pas vu. Je suis pas sûre. Ça va pas tarder. Dans Anaconda 4, oui d'ailleurs on sera obligé de mettre la chaîne entre parenthèses. Hein. Pardon. Surtout la Goldie Family. Hein, oui, parce que vu qu'il y a plus de 100 épisodes, je compte les enchaîner, je vais avoir du mal. Je pense qu'il va s'enfermer dans sa tanière et il ne ressortira que quand tout sera fini. Après l'hiver. J'aurais pris de la barbe, je ressemblerais à Solomon. Ça va être bien. Donc il a aussi joué dans Anaconda 4 en 2009. Et oui, c'était le dernier de la quadrilogie. Et Joe Egender. Alors qui a une tête, on va dire, reconnaissable. Oui, vous allez le voir sur la photo. C'est une personne dont c'est... je le connais. Ouais, il a une tête quand même que... Voilà. Voilà. Donc, il a joué dans The Frankenstein Theory en 2013. Que j'ai pas vu. Dans Texas Rising en 2015. Qui est quand même une mini-série de western avec l'acteur qui joue Negan, avec Brandon Fraser, avec beaucoup de beaux monde. Je vois l'affiche. Et dans Merci en 2014. Déjà fait sur la chaîne. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. D'ailleurs, dans toutes les vidéos qu'on fait aujourd'hui, je vais être obligée de mettre qu'on a fait sur la chaîne. Oui, carrément beaucoup en tout cas. Voilà, à force, il y en a beaucoup. Synopsisons. Et puis là, c'est très facile comme synopsis. Synopsis. 5 étrangers, avec un S, on ne sait pas sorti d'où, 5 étrangers se réveillent, piégés dans un cachot souterrain, sans savoir comment ils sont arrivés là. Où que je suis? Il y a de la lumière. Où que je suis? Ben non, au départ, il n'y en a pas en plus. Ah ben là, il y en a.
En essayant de comprendre comment s'échapper, le groupe découvre une autre pièce contenant assez d'eau pour survivre 30 jours, ainsi qu'un rasoir chirurgical. C'est un rasoir chirurgical. C'est un coupe-chou en fait, c'est pas du tout un chirurgien. C'est un scalpel, disons ? Un scalpel pour moi. Je croyais que c'était un coupe-chou. Non mais pour moi, tu dis rasoir, je pense à un coupe-chou. Mais t'as raison, c'est un scalpel. C'est un scalpel qu'ils ont. Autant pour moi. Et pour eux aussi d'ailleurs. Combien de temps vont-ils réussir à tenir sans que la fin devienne insupportable ? Je suis désolé, je peux pas faire un gargouillis sur demande. Et qui sera le dernier à survivre ? Moi ! Bien, donc vous imaginez la scène, il y a 5 couillons qui se réveillent dans le noir, qui d'ailleurs ne savent pas au départ qu'ils sont 5. Oui. Parce que tout le monde n'est pas réveillé. Voilà, on les découvre. Donc en fait, c'est les 2 filles qui se réveillent en premier. C'est ça. Il y en a une qui appelle l'autre, et puis elle bute sur des corps. Voilà. Voilà, t'es qui ? C'est toi ? T'es qui ? C'est ça. T'es qui ? Enfin bref. Donc ça dure un petit moment. Ils nous font comprendre l'angoisse de ces personnes qui étaient tous chez eux, il me semble. Bah, en tout cas, qui vivaient leur vie. Quoi. Voilà, qui étaient tranquillement, on va dire, devant le canapé et tout ça. Non, pas devant le canapé dans la télé, voilà. Le contraire. Enfin, qui faisaient leur routine. Bref, qui étaient en général à la maison et qui étaient en train de vivre leur vie banalement. Et pourquoi ils se réveillent là. Et voilà, et ils se réveillent là et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils cherchent mais ne trouvent pas, au départ en tout cas, de points communs entre eux. On ne va pas vous le donner d'ailleurs, mais ils finissent par trouver qu'ils ont un point commun chacun. Et donc ils sont enfermés là, découvrent la pièce avec l'eau et comprennent que grâce aussi à l'horloge qu'il y a dans la pièce principale et qui décompte les jours, elle va décompter 30 jours. Ils ont donc cette eau en quantité suffisante et 30 jours à passer là. Ce genre de film offre un truc déjà que j'adore quand c'est bien fait, et là c'est bien fait. Au-delà qui m'a traumatisé, pour mon âge, c'est que il y a une réelle écriture des personnages. Oui. Tout le monde a un intérêt d'être là, tout le monde agit intelligemment, enfin du moins ont des réactions logiques qui pourraient paraître logiques par rapport à la situation. On part de leurs points communs et grâce à ça, on voit l'écriture de leur caractère, de leur vie et du pourquoi, du comment, etc. Comme vous l'avez évidemment compris, 5 personnes, de l'eau, pas de nourriture, 30 jours. Et puis il ne fait pas l'affamé. Un scalpel. Qui est fait pour les tissus musculaires. Alors soit il se suicide, soit il commence à taper dans le gras du copain. Donc alors, il tape dans le gras du copain. Au niveau du scénario, c'est un scénario qui en soi peut paraître basique dans le sens survie, juste dans le sens survie. Oui. C'est des labyrinthes, c'est un peu saut d'une ça prend plusieurs choses. Donc c'est du home invasion quelque part à la base. C'est de la séquestration. C'est du cannibalisme. C'est du survivor. Enfin, ça prend quelques faisceaux comme ça qui se rejoignent. Tout. Voilà. Sans problème. Alors, mais c'est bien géré. Au niveau des de la photo, c'est un huis clos clairement majoritairement dans le noir. On va varier entre deux choses, c'est-à-dire le puits avec les gens et le méchant. Néanmoins, assez rapidement. Ils s'aperçoivent que quelqu'un donc les filme et les observe au travers de caméras. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la photographie, c'est de passer de eux aux images caméra, aux images du méchant. Donc là, je pense que le détail de la photographie, il est là, en fait. Oui, il est totalement. Dans la comparaison. Parfois, on le voit d'ailleurs regarder une image et en même temps, la scène se passer en vrai. Donc, il y a quand même des superpositions qui sont bien faites. On a presque l'impression de voir ce que le méchant voit et ce que eux imaginent voir. Voilà. C'est assez intéressant. C'est assez sympa, justement, voilà, parce qu'il y a des retournements comme ça où on se met à la place de la personne et on a sa vision des choses. Voilà. Au niveau des acteurs, ma foi, ce sont des bons acteurs. Ils jouent bien, y a pas de souci, ils sont dans leur rôle. Chacun étant bien ancré dans son rôle, au point que non seulement on accepte leur mimique, leur façon de jouer, mais au point qu'on devance parfois leur réaction parce que
on les définit comme ça. Voilà, on nous les définit tellement bien qu'on a l'impression de les connaître. Qu'on a l'impression de les connaître et qu'on est capable, en tout cas c'est ce qu'on pense, voilà. de devancer un petit peu ce qu'ils vont avoir comme réaction. Et ce qui est intéressant, c'est que on crée des failles au point logiques. d'être surpris parfois. On crée des failles logiques avec le temps dans ce genre de situation. On crée des... je veux dire, ça montre que tout le monde n'est ni fort ni faible. C'est tellement bien fait qu'au départ, il y a des alliances qui deviennent naturelles pour nous et on les voit avant qu'elles se créent. Oui. Je pense que c'est aussi une volonté scénaristique pour nous emmener là où on veut aller. Et du coup, c'est assez sympa parce que sans avoir l'impression que le film est banal et que voilà, on sait ce qui va se passer et tout, en fait, on s'ancre plutôt dans l'histoire et en fait, on devance un peu les personnages. Voilà, on se met à leur côté. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Au niveau des effets, je ne veux pas dire qu'il y en a beaucoup. C'est pas un film qui... Il n'y en a pas énormément. Parfois, ils sont plus suggérés. Mais pour ceux qui sont vus, sont pas mal du tout. Voilà. Je suis toujours traumatisé du seul qu'on voit pas. Il est toujours difficile. Je pense que peut-être pour le plus difficile. Enfin, on a deux vues différentes. Et c'est assez drôle parce que toi, tu as toujours la vision de tes 14 ans sur ce film. Et moi, j'ai ma vision de maintenant, c'est-à-dire de presque 50 ans, où, oui, d'accord, c'est dur, enfin bon... On a vu plus dur. Voilà, ça va pas non plus... c'est pour ça, c'est... Traumatisé. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que on a pu aussi échanger sur nos visions de certaines scènes, et c'est assez drôle de voir qu'effectivement, on va dire l'expérience, hein, là, c'est pas trop fort. L'expérience fait qu'on devance certaines choses, d'ailleurs, parce que toi, tu n'avais pas forcément vu à l'époque que moi, ça me paraissait évident, etc. Et c'est assez marrant d'avoir ces deux visions-là, qu'on n'a pas forcément sur les films, puisqu'en général, on les voit ensemble. Mais là, ce décalage entre nous était assez intéressant. Donc, ton coup de cœur? Ça va l'énerver, encore une fois, parce que je vais dire que j'en ai pas. Non, je m'y habitue. J'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Moi, le problème, c'est pas que j'en ai pas, c'est que trop de choses pourraient être un coup de cœur. Je comprends. Je pourrais dire qu'un coup de cœur, ça serait l'héroïne, parce qu'au moins, t'en es une badass intelligente, réfléchie. Tu pourrais dire le coup de cœur, c'est l'ensemble des 5 qui cohabitent sans cohabiter et qui créent une tension constante, ou même le fait que le méchant a une histoire, faut pas croire, et qu'il n'est pas là que pour le plaisir. Ou qu'il y ait des switches, parce qu'il y en a quand même. Parce que je dis... que tout est vu d'avance, mais... Voilà, on apprend à connaître les personnages et on peut devancer certains d'eux, mais pas tout. Parfois on est surpris, c'est ça qui est agréable. Donc là, c'est pas qu'il n'y a pas de coup de cœur, c'est qu'elle sait pas lesquels, et moi c'est que non, je ne peux pas en dire qu'un. Il n'y a pas de coup de cœur parce que ce film ne m'a pas transcendé. Voilà. Tu sais que quand j'aime un film, je... Ah oui, moi il m'a pas transcendé, il m'a traumatisé. Voilà, ce film, je l'ai trouvé très bien, mais il ne m'a pas transcendé. Voilà. Tu noterais comment? J'en ai aucune idée. Bon alors, je vais te dire un truc. Si c'était par rapport à mon trauma, c'est inoubliable. Voilà, je vais refaire une gamme, moi. C'est pas grave, j'ai déjà créé les oubliettes. T'as le droit de créer les inoubliables. Je sais pas, parce que il mérite certainement un oubliez-moi. Ce film-là est chiant parce qu'il coche nos cases. Oui, mais je le mettrai quand même comme un oubliez-moi. Pour moi, c'est pas un oublié. J'ai pas assez le coup de cœur. Non, même moi, il aura pas l'oublié. Mais le problème, c'est qu'il coche trop de cases pour que je mette plus bas. Oubliez-moi. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Je trouve d'un point de vue personnel, qu'un avoir, mais pas oublié, serait un peu dur, un peu trop dur. Donc, un oubliez-moi. Voilà, c'est mon avis aussi. Okay. C'est personnel. Comme quoi, malgré nos visions, c'est étrange. On se rejoint sur nos visions. Comme toujours. Bien sûr, laissez-nous des commentaires, dites-nous si vous l'avez vu, comment vous l'avez abordé selon votre expérience, selon votre habitude de voir ce genre de film. C'est assez sympathique, en fait, d'avoir ce genre de comparaison. Oui. Allez, tchuss. Oui. Crevez tous. Je me demande combien de temps tu tiendrais, toi. Non, sans moi, tout seul, enfin, je veux dire... Oh, 1 heure. Ah oui, d'accord. Tu commencerais par quoi? Je me serais sûrement viandé la tronche, genre je serais mort. Ouais, ça peut être. Mais par contre, comme scénario, c'est un peu cool. Monsters are savages.